sur ces notions de tradition et de modernité. C'est quoi la tradition? C'est quoi la modernité? Si nous nous inspirons du matriarcat, sommes-nous aujourd'hui dans la tradition ou dans la modernité? Je pose la question parce que je n'ai pas de réponse. Deuxième question, est-ce que la modernité est incompatible avec la tradition? C'est une autre question que je pose. La modernité est-elle incompatible avec la tradition? J'attends vos réponses. Alors, voilà pour répondre à ces questions et à bien d'autres. Nous avons 4 intervenants. Il s'agit d'abord, sœur Ouniès, le professeur Fatou Kiné Kamara. Fatou, tu as beaucoup fait pour les femmes. Fatou, je vais vous le dire aujourd'hui, une fois, je ne sais pas, c'était vers 2008, c'était 2008, 2010, 2007. Elle est venue haletante, taper à ma porte à l'IDHP. Qu'est-ce qui se passe, Fatou? Je veux qu'on ait une loi sur la parité, on me taxe de folle. Voilà celle qui a été à l'origine de la loi sur la parité. Et je lui ai dit, mais assieds-toi, on va écrire les premiers courriers qui vont partir. Alors elle peut écrire sur la loi sur la parité. Elle a beaucoup fait, et beaucoup fait d'autres aussi. Elle est maître de conférences titulaire en droit privé à la faculté des sciences juridiques et politiques. Et elle enseigne des matières fondamentales, parmi lesquelles l'anthropologie juridique, qui est essentielle pour notre thématique, le droit foncier, la question foncière essentielle, les droits humains, et elle est présidente d'honneur de l'AGS. Alors, le deuxième intervenant est maître Mariam Koïta du Mali. Peut-être qu'on s'est rencontrés quelque part, je ne sais plus, mais elle est avocate de profession, inscrite au barreau du Mali depuis une trentaine d'années. Elle a fait une formation en droit de la personne à Montréal et s'intéresse beaucoup aux questions de droits humains. Voilà, elle lutte beaucoup pour les injustices sociales et a participé à des programmes de mentorat, d'assistance judiciaire des victimes dans les zones de conflit sous l'occupation terroriste. Je sais qu'elle a beaucoup à faire. Et parallèlement à cette vie professionnelle et associative, elle s'implique dans la médiation. Merci beaucoup, maître. Le troisième intervenant qui est à ma gauche est un complice pour moi. Un complice de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, parce que j'étais à la faculté des sciences juridiques et politiques et lui à l'IFAN. Mais nous travaillons beaucoup ensemble sur des questions de société. Eh bien, M. Abdou Salam Fall est le directeur de recherche. Il est directeur de recherche des universités. Directeur de recherche des universités de classe exceptionnelle. Il est fondateur du laboratoire de recherche sur les transformations économiques et sociales, l'ARTES. Voilà, M. Fall. Et le quatrième intervenant, la quatrième, c'est le professeur Marie-Lucienne de la faculté des sciences juridiques et politiques. Marie-Lucienne
Kodou Ndion. Eh bien, elle est professeure agrégée à la faculté de droit, enseignante dans cette faculté. Elle est titulaire d'une thèse de doctorat en histoire du droit et des institutions. Elle a fait beaucoup de travaux de recherche et actuellement, elle est la présidente du CREDILA à la faculté des sciences juridiques et politiques. Voilà donc autant d'intervenants qui vont sans doute nous apporter beaucoup d'éclairage autour d'une question fondamentale, leadership féminin. Parce qu'il faut qu'on sache d'où nous venons et où nous voulons aller. Nous devons nous connaître. C'est le premier élément du leadership, la conscience en soi. Ça donne la confiance, ça donne l'engagement et c'est ça le leadership. Donc, merci pour ce thème d'une importance capitale. Sans plus tarder, je vais donner la parole à Fatou Kiné Camara, qui va nous entretenir du thème l'effectivité des droits humains par la renaissance de la tradition matriarcale africaine, l'apport de l'œuvre de Cheikh Anta Diop. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci d'avoir été pour moi une grande sœur, d'avoir été un mentor quand j'étais à la faculté. Mes premiers pas d'assistante, vous les avez guidés. J'étais votre assistante et aussi, comme vous l'avez dit, quand j'étais militante, et je suis toujours militante, mais là aussi, vous m'avez beaucoup aidée. Merci pour votre bienveillance constante. Et je vous salue, vous tous et toutes dans la salle. Ici, je suis vraiment avec mes frères, avec mes sœurs. Merci, vous toutes. C'est un grand plaisir d'être parmi vous. Et chers copanélistes, c'est aussi un plaisir et un honneur de me retrouver dans ce panel parce que je suis sûre que nos communications vont se compléter et s'éclairer mutuellement. Ce thème-là sur l'effectivité des droits humains par la renaissance de la tradition matriarcale africaine, l'apport de l'œuvre de Cheikh Anta Diop, c'est un thème qui s'est imposé à moi parce que depuis que je suis militante pour les droits des femmes et des enfants, j'ai eu amplement le temps de constater que l'effectivité des droits humains ne se fera pas, au Sénégal en tout cas, en mettant en avant, c'est triste de le dire, l'état de droit. Parce que tout le monde peut constater que le droit des femmes au respect et à la non-discrimination est bafoué dans de nombreux textes de loi, à commencer par le Code de la famille. Et ce, en dépit de son inscription dans la Constitution, ainsi que dans les conventions sur les droits des femmes et les droits humains en général que le Sénégal a signé et ratifié sans réserve, comme à le dire notre sœur et chère présidente d'honneur, Dior Falso. Et de plus, depuis l'adoption du Code de la famille, de nombreuses voix se sont élevées, y compris parmi la communauté des juristes, pour justifier les atteintes aux droits des femmes et aux droits des femmes et des enfants au nom du respect de la tradition et de nos réalités socio-culturelles. Il est donc impératif, de mon point de vue, que nous autres juristes et non-juristes qui nous battons pour le respect de la dignité des êtres humains, quel que soit leur sexe, leur âge, leur statut social, il est donc important que nous nous saisissions justement de l'argument du respect de la tradition, parce que dès que l'on se renseigne de façon scientifique, c'est-à-dire en faisant des recherches poussées dans le domaine anthropologique, des recherches historiques, des recherches linguistiques, on se rend vite compte que la tradition africaine, c'est notre meilleur atout. C'est donc du bien culturel de l'Afrique, ce bien culturel précieux qu'est le matriarcat, que je vais vous parler aujourd'hui. Et ma communication ne va pas se complaire dans le passé, mais l'explorer afin d'étudier les leçons à en tirer pour tracer les perspectives en vue d'un meilleur avenir. Mais avant cela, il faut d'abord bien comprendre ce qu'est le matriarcat. Ce sera donc ma première partie. Qu'est-ce que le matriarcat? Dans son ouvrage intitulé « Lire Cheikh Anta Diop, une approche thématique », l'auteur Yoporeka Somé résume ainsi la thèse de Cheikh Anta Diop. Attendez.
Jusqu'alors, oui, j'ai dû résumer pour être sûr que je n'allais pas dépasser 15 minutes. Jusqu'alors, c'est-à-dire jusqu'à Cheikh Anta Diop, les principaux historiens du matriarcat, notamment Bachofen, Morgan, Engels, avaient considéré cette forme d'organisation sociale autour de la femme. C'est ça le matriarcat. C'est une forme d'organisation sociale autour de la femme. Ils ont donc considéré que l'ont considéré comme étant un stade primitif de l'évolution des sociétés, que toutes auraient connu avant d'évoluer vers le patriarcat, une forme d'organisation plus aboutie et raffinée. Dans un tel schéma, les sociétés encore matriarcales appartiendraient donc à un stade inférieur de l'évolution sociale, marqué par une promiscuité aphrodisiaque ne pouvant garantir que la seule filiation en ligne utérine. Pour faire simple, ce que ces auteurs-là considèrent, c'est qu'à une époque, partout dans le monde, les femmes allaient ici et là avec n'importe quel homme, ce qui fait que à l'accouchement, elles ne savaient pas qui était le père de leur enfant. Donc c'est ça qui a fait du statut de la mère un statut élevé parce que évidemment, on savait qui était la mère, mais on ne savait pas qui était le père. Et lorsque les hommes ont serré la vis aux femmes, ils ont fini par se rendre compte que c'était le rôle qu'ils avaient dans la procréation. Donc c'est là que, avec les mentalités évoluant, la civilisation s'est installée et c'est comme ça qu'on en est venu au patriarcat. Je vais aller à la diapo suivante. Voilà. Alors, le professeur Sommet ajoute, résumant toujours la thèse de Cheikh Anta Diop va battre en brèche cette thèse d'un matriarcat universel à partir duquel les peuples auraient évolué vers le patriarcat, considéré comme un stade supérieur de l'organisation sociale. Dans le deuxième chapitre de l'unité culturelle de l'Afrique noire, il affirme plutôt la thèse de deux berceaux géographiquement distincts, dont l'un, le berceau méridional, c'est-à-dire africain, était plutôt propice à l'éclosion du matriarcat, et l'autre, le berceau nordique, c'est-à-dire eurasiatique, propice au patriarcat. Aucune étude n'a pu montrer à ce jour que les sociétés européennes actuellement patriarcales ont connu et pratiqué, à un moment donné de leur histoire, le matriarcat. Là encore, je résume le résumé avec des mots plus simples. C'était juste ce que dit Cheikh Anta, c'est qu'il y a eu, en fait, du fait de différences géographiques, climatiques, deux systèmes qui se sont développés dans deux zones géographiques distinctes. Il y a eu en Afrique le matriarcat qui s'est développé du fait de conditions climatiques assez avantageuses, et puis du côté des steppes eurasiatiques glacées, il y a un autre système social qui s'est développé, c'est le patriarcat. Donc il n'y a pas un système qui a évolué pour en donner un autre. Il y a deux systèmes qui sont nés dans des zones totalement distinctes, différentes. Donc ce qui est clair à partir de là, c'est que les sociétés de tradition africaine sont des sociétés de tradition matriarcale. Le matriarcat, c'est bel et bien africain. Et donc, à partir de là, il faut se demander qu'est-ce que c'est que le matriarcat. Ce mot vient du terme latin mater qui veut dire mère et du grec arché qui veut dire commandement. Cela veut dire, quand on met ces deux mots ensemble, que le pouvoir est aux mères. Il est alors utile de s'interroger sur ce que les mères africaines ont fait de leur pouvoir. Voici ce que dit à ce sujet l'historien grec, premier siècle avant Jésus-Christ, Diodore de Sicile, parlant de la première mère déifiée, de la première mère et reine déifiée de l'histoire, ou on pourrait dire de la première reine-mère. Donc, ce qui est important, c'est que c'est une femme de pouvoir, mais on met aussi en avant le fait que c'était une reine. Et voilà ce qu'il en dit. Oups. Voilà. Il s'agit de l'égyptienne Assatou, Asset, son nom c'est Assatou, Astou, Asset, Assetou, mais son nom a été grécisé en Isis. Et voici ce que dit Diodore. Isis a donné les premières lois aux hommes. En fait, dites-vous bien que nous, on prononçait, égyptien ancien, Astou. Donc Astou a donné les premières lois aux hommes et leur a enseigné à se rendre justice les uns aux autres et à bannir d'entre eux la violence par la crainte du châtiment. Le pouvoir des mères, cela veut dire que le pouvoir des mères a servi non pas à consacrer le droit de la force, mais à instituer la force du droit. Une force exempte d'injustice et de violence. Et ça a engendré une tradition du vivre ensemble dans la paix et l'harmonie et des sociétés où l'être humain n'était pas, comme l'a dit Hobbes, philosophe anglais du XVIIe siècle, des sociétés où l'homme n'est pas un loup pour l'homme, mais des sociétés où l'être humain est le remède de l'être humain. En Wolof, on dit « nit nitay garabam ».
Et par un jeu de mots qui est propre à la langue wolof, on pourrait même entendre être humain, se comporter en être humain de manière humaine. C'est cela le remède de l'être humain, le salut de l'être humain. Nit nitei garabam. C'est aussi l'Afrique matriarcale qui, en premier, a divinisé la justice sous les traits d'une femme. Une femme noire, aux tresses, ornée d'une plume d'autruche. Elle s'appelle Maat. Et ça signifie en égyptien ancien vérité, équité, justice. En wolof, on dit mat. Mat, c'est ce qui est correct, c'est ce qui est juste, c'est ce qui est vrai, ce qui est complet. Quand on dit matna, ça veut dire le compte y est, le compte est bon. Quand on dit d'une personne, nitku mat, ça veut dire qu'elle est complète. Et on va même jusqu'à dire que aucune personne ne peut être complète, c'est-à-dire complète en qualité. Et pourtant, oui, il y en a eu dans l'histoire, on a même déifié, c'est une femme, Maat. Dans les contes et dans certaines légendes racontées au Sénégal, la personne sage et avisée, celle qui détient la clé de l'énigme, est souvent représentée sous les traits d'une femme, et souvent une femme. Et la Maat est au cœur du système judiciaire. Et pour reprendre les termes même d'un pharaon, la Maat, la justice, c'est le pilier du pays tout entier. C'est écrit dans un discours tenu par le pharaon Thoutmôsis III, qui a régné de moins 1504 à moins 1450 avant Jésus-Christ. Là, c'est le vizir. En fait, quand on dit vizir, c'est les égyptologues français qui traduisent par vizir, enfin français occidentaux, mais en égyptien ancien, le terme c'était tchati. Et tchati, en sérère, ça veut dire grand-mère. Et c'était quoi le tchati? C'était le chef du gouvernement, en même temps chef de la Cour suprême. Cour suprême qui englobait en même temps notre Conseil d'État, l'équivalent de notre Conseil d'État et Conseil constitutionnel actuel. Donc, c'est pas pour rien, c'est le nom de ce haut personnage-là, c'est la grand-mère. Donc, la matriarche, en fait, même si c'est un homme après qui a eu le poste. Donc là, c'était le Tchati Rechmire avec sa femme. Regardez, c'est une scène dans sa tombe. Et il était tellement fier du discours qu'avait prononcé le pharaon Thoutmôsis lors de son intronisation. Dans ce discours, je passe rapidement, c'est là que le pharaon disait que la justice est le pilier du pays tout entier. Et c'est ce qui explique que dans ces sociétés matriarcales, la femme ne subissait aucune discrimination. Parce que la discrimination, c'est de l'injustice, c'est contraire à l'équité. Donc ce principe qui repose sur la reconnaissance, sur le respect de l'égalité en droit de tous les êtres humains, on le retrouve aussi dans toute l'iconographie africaine. C'est la reine-mère qui allaite ou la mère-reine aux deux enfants portés chacun sur un genou. C'est une constante de l'iconographie et c'est le symbole de l'obligation qu'a tout dirigeant. Donc là, on est en train de montrer des femmes de pouvoir. On montre des reines. Donc elles ont le pouvoir, mais en même temps, on les montre dans des positions allaitantes, c'est-à-dire pour montrer que le dirigeant doit être plein de bienveillance pour son diabot, c'est-à-dire sa progéniture, en fait, sa communauté, la communauté qu'il dirige. Et quand on dit aussi, on la montre avec des jumeaux, c'est cette idée que le dirigeant, en Wolof, on dit Njit Ndey Ji Seex la, Njaaxanaay lay tëddee. Voilà, donc c'est cette idée-là d'impartialité. Si Njit Ndey Ji Seex la, Njaaxanaay lay tëddee, ça veut dire en français, tout dirigeant est une mère de jumeaux, elle se couche sur le dos. Cela veut dire que le dirigeant doit être impartial, ne tourner le dos à personne, donc pas de discrimination. J'ai fait des coupures, c'est pour ça que Donc, le matriarcat n'est pas un régime de dictature des femmes. Pour finir cette première partie, reprenons la qualification de Cheikh Anta. Cheikh Anta a dit que le matriarcat, c'est un dualisme harmonieux. C'est ça le matriarcat, c'est l'homme et la femme ensemble. Et si je reprends l'exemple en Wolof pour les personnes qui parlent Wolof, mais je traduis aussi en français. En Wolof, on dit, pour diriger, pour la direction, on dit pour la droite, Ndeyjoor, mère, terre. Déjà, quand on dit Ndeyjoor, c'est la mère, mais c'est aussi la terre qui appartient aux femmes. Donc, je n'ai pas le temps de passer sur le droit foncier, mais il y aurait beaucoup à dire sur femmes et foncier. Et puis, donc, la direction, la droite, c'est Ndeyjoor, la mère, et la gauche, c'est Chamoun, le frère. Donc, cela veut dire que dans notre conception, pour qu'on aille dans la bonne direction, il faut que la mère et son frère coopèrent, travaillent ensemble, soient ensemble. Quelles sont les leçons à tirer du recours à la tradition matriarcale? Les leçons, c'est la recherche de l'équilibre
du dualisme harmonieux, comme l'a dit Cheikh Anta Diop, dans tous les domaines. Et aussi vrai que qui descend de sa monture trouvera son maître sur toute autre monture, c'est l'adage wolof qui dit ku wàcc sa ànd boo yéeg fekk fa borom. La renaissance de l'Afrique ne peut se faire hors des valeurs du matriarcat. Appuyons-nous donc sur la connaissance et la promotion de la tradition matriarcale africaine pour que l'équilibre, c'est-à-dire pour que la justice et l'équité existent à nouveau dans les familles, dans la conduite des affaires publiques, autant que dans le monde économique. Dans la famille, reconnaissons au père et à la mère l'exercice de l'autorité parentale. Oups. Excusez-moi, hein. Je ne maîtrise pas trop l'appareil. Voilà. Oh, excusez-moi. Je voulais vous montrer comment est-ce que, avec rien que les images, parce que les images, c'est important aussi. Quand on vous montre un couple avec son enfant et un couple qui est à égalité, voilà, merci, l'homme et la femme, vous les voyez dans cette situation, ils sont que tendresse. Le couple, il n'y a pas de hiérarchie. On n'est pas l'un et pas le maître de l'autre, pas du tout. L'enfant est entre eux deux. Donc, tous les deux sont responsables du bien-être de l'enfant. Vous voyez, leurs bras entrelacés forment un toit pour l'enfant, protection de l'enfant. Donc, nous demandons, sur cette base-là, sur ce fondement-là du matriarcat, qu'on nous reconnaisse l'autorité parentale, à l'homme comme à la femme. Nous demandons aussi que sur ce fondement-là, qu'on autorise la mère à faire établir judiciairement la filiation paternelle de son enfant. En Wolof, on dit qui a une famille maternelle a forcément une famille paternelle. Il s'agit de poser ainsi le droit de l'enfant à la protection des deux branches de sa famille, paternelle comme maternelle. Repensons à la recherche d'équilibre qui est au fondement de la famille africaine. Chaque enfant a non seulement un père et une mère, mais encore un père de sexe féminin d'un côté, c'est la tante paternelle, on dit Badjen Moebai. Badjen, ça veut dire la tante paternelle, c'est le père. C'est aussi un père. Et de l'autre côté, on a une mère de sexe masculin. C'est le Nijaï, l'oncle maternel. Et Nijaï, c'est Niyaï, celui qui est comme la maman. Donc, c'est cet équilibre que représente la balance de la justice, qui est aussi un symbole, ça que je vais vous montrer, originaire d'Afrique, parce que les plus anciennes représentations de la justice, voilà, attendez, quand vous verrez la balance, elle va venir. Voilà, ça c'est aussi dans une tombe, on voit, c'est au jugement dernier, et puis voilà, il y a une balance. Donc ça aussi, cette idée-là de l'équilibre de la justice, ça c'est notre tradition. Reconnaissons encore, toujours dans cette idée, reconnaissant à l'épouse le droit de choisir de concert avec son époux leur résidence conjugale. Pour ceux qui ne sont pas sénégalais, tout ce que je demande là, c'est parce qu'on n'a pas dans le code de la famille. Ensuite, reconnaissons le droit pour la femme de quitter le domicile conjugal sans que cela soit considéré, comme c'est le cas actuellement, comme un abandon de domicile qui est sanctionné au pénal comme au civil. Donc ce droit-là, on l'a dans notre tradition. En Wolof, c'est appelé fay. Donc nous demandons à ce que ce droit aussi soit reconnu. Dans la conduite des affaires publiques, l'équilibre salvateur correspond à la parité. Mais une parité selon la tradition africaine. Et Cheikh Anta Diop a écrit « De l'étude de notre passé, nous pouvons tirer une leçon de gouvernement. » Le régime matriarcal aidant, nos ancêtres, antérieurement à toute influence étrangère, avaient fait à la femme une place de choix. Aussi, les femmes participaient-elles à la direction des affaires publiques dans le cadre d'une assemblée féminine, siégeant à part, mais jouissant de prérogatives analogues à celles de l'Assemblée des hommes. Finalement, ça va être mon dernier point, appuyons-nous encore sur la connaissance et la promotion de la tradition matriarcale africaine pour que l'équilibre existe à nouveau dans le domaine économique avec la modernisation des outils de justice sociale et d'économie solidaire que les femmes africaines avaient su mettre en place depuis des temps immémoriaux. Je parle en particulier de leur invention du prêt sans intérêt, combiné à un système d'épargne que l'on nomme en Wolof Nat et qu'en français on appelle tontine. Pour ce qui est de la modernisation de ce concept, les femmes africaines ont encore innové avec la création d'un fonds d'investissement par et pour des femmes africaines, appelé le WIC, Women's Investment Club. Il faut s'intéresser à cette innovation africaine parce que les choix économiques façonnent, plus qu'on ne le croit, les systèmes juridiques et leur degré de respect
qu'ils accordent aux droits humains. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci beaucoup, Fatou. Merci pour cette brillante intervention. Ce que j'ai surtout retenu, c'est une image, la femme avec le matriarcat, ce qui signifie équilibre, justice, harmonie. Alors Fatou n'a pas voulu aller trop loin en faisant la comparaison avec le patriarcat. Le patriarcat, c'est une autre civilisation. Elle n'est pas africaine, elle est indo-européenne, qui se résume en pater familias de droit romain et puis mauvaise interprétation de l'islam où les filles doivent être enterrées vivantes à leur naissance. Merci beaucoup. Les convergences entre le protocole de Maputo 2003 et la charte du Kurukan Fuga. Vous avez la parole, maître. Merci, Madame la modératrice. Madame la présidente de l'AJS, Mesdames les anciennes présidentes, Mesdames les présidentes des organisations de la société civile, chères participantes et chers participants, c'est un réel plaisir pour moi d'être à ce symposium au nom de l'Association des femmes juristes du Mali. Et avant de commencer ma communication, disons, sur le thème que la modératrice vient de vous énoncer, et je m'adresse d'abord à AJS. Et toutes mes vives félicitations à Madame la Présidente et aussi à toute son équipe pour vraiment cette belle organisation. Et je profiterai également de l'occasion pour la remercier pour l'accueil chaleureux qui nous a été réservé. Et là, je parle en mon nom propre et au nom de toutes les délégués de l'Afrique de l'Ouest ici présentes. Et nous avons fait l'objet d'accueil très chaleureux depuis hier que nous avons foulé le sol sénégalais jusqu'à aujourd'hui. Et ceci étant dit, moi j'ai le plaisir de vous parler de la convergence entre deux textes, la charte de Kurukan Fuga au Mali et le protocole de Maputo. Et pour cela, il y a un rappel qui s'impose. La charte de Kurukan Fuga, principalement sous forme orale, fut élaborée au lendemain de la victoire de la bataille de Kirina, obtenue par Soundiata Keïta et ses compagnons en 1236. En 1235, une bataille féroce a eu lieu à Kirina entre Soundiata Keïta, empereur du royaume Mandeng, et Soumaoro Kanté, l'empereur du royaume Soso. L'objectif principal pour l'empereur Keïta était de libérer les territoires de ses ancêtres, occupés par l'empereur de Soso à la suite des 4 premières batailles, Tabon, Niani, Negeboria et Kanfine, remportées par ce dernier et qui souhaitait renforcer sa domination. Le peuple du Mandé connut alors d'énormes traitements dégradants et humiliants. Au terme de cette bataille, aidé par de nombreux chefs de clans et de guerre pour la victoire finale obtenue sur Soumaoro Kanté, Soundiata Keïta a pris l'initiative de fonder l'empire qui prendra le nom de l'Empire Mandeng. Et l'Afrique, vous savez, n'avait pas d'écriture et la beauté de la vie sur cette terre a pour origine aussi la diversité ethnique. Chaque peuple vit en fonction des valeurs et règles qui lui sont propres. L'oralité fait partie de la civilisation mandingue.
la civilisation n'est pas systématiquement et uniquement synonyme d'écriture. Chaque peuple naît avec sa civilisation. C'est la différenciation des civilisations qui harmonise l'humanité. Il n'y a pas une civilisation mondiale commune. Il n'y a pas non plus une civilisation plus supérieure. Il y a des civilisations dans le monde dont la réunion et la complémentarité constituent l'humanité. En nous référant à certains articles de la charte de Kurukanfuga, nous constatons que c'est un texte qui tient au respect des traditions fondamentales, voire des droits humains. Et il y a lieu, après ce rappel, de vous parler également de l'origine de cette charte. Se référant à la charte du Mandé, qui est le serment des chasseurs, avec 7 titres et plusieurs articles, la charte de Kurukanfuga prit ses racines à partir de cette charte de 1222 qui stipulait « Une vie est une vie. Une vie n'est pas plus ancienne ni plus respectable qu'une autre vie. De même qu'une autre vie n'est pas supérieure à une autre vie. » Et cette charte stipule également que nul ne s'en prenne gratuitement à son voisin, que nul ne cause du tort à son prochain, que nul ne martyrise son semblable. Et le tort doit demander pardon. Le citoyen doit veiller sur la patrie. Donc ici, ça, c'est le devoir de citoyenneté. Et toujours, cette charte du Mandé stipule « La faim n'est pas une bonne chose. L'esclavage non plus n'est pas une bonne chose. » On trouve donc dans cette charte les notions de respect de la vie humaine, de droit à la vie, à la sécurité alimentaire, à la paix sociale dans la diversité, les principes d'égalité et de non-discrimination, de liberté individuelle, de liberté d'expression, de justice, d'équité et de solidarité. Après la fondation de cet empire, Soundiata Keïta l'organisa pour mieux gérer la vie de son peuple. C'est alors qu'en 1236, désigné roi, il proclama un autre texte nommé Charte de Kurukanfuga, qui, selon les traditionalistes, a pris ses bases à partir de Mandé Kalikan, qui est le serment des chasseurs. Donc, la toute première charte. Soundiata et ses compagnons vont se retrouver à Kurukanfuga, une plaine qui est située à Kaba, à la frontière entre le Mali et la Guinée-Conakry, et qui se situe aujourd'hui dans le cercle de Kangaba, région de Koulikoro. Il y a lieu de préciser ici que cette charte est plus ancienne donc que la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et après, avec ce rappel et ses origines, l'on comprend maintenant ce qui s'est passé. Parce que dans un premier temps, il y a Soumanguru Kanté qui a fait l'invasion du territoire mandingue et il a gagné des batailles. Donc, il s'est installé en maître et il y a eu beaucoup de violations graves de droits de l'homme. Il y avait des razzias, il y avait les gens qu'on exportait, qu'on partait vendre. On partait vendre et ça fait vraiment que tout le monde était dans la panique et les gens ne savaient pas quoi faire. C'est après que Dieu aidant, il y a eu la bataille de Kirina et Soundiata Keïta a pu gagner cette bataille. Donc, Soumanguru est obligé avec tout son arsenal de se retirer du Mandé. Et c'est après ça qu'il y a eu la charte de Kurukanfuga. Cette charte parle d'organisation sociale. En son article 5, chacun a droit à la vie et à la préservation de son intégrité physique. En conséquence, toute tentative d'enlever la vie à son prochain est punie de la peine de mort. Article 7 de la charte de Kurukanfuga, il est institué entre les Mandinka, le Sananguya, c'est-à-dire parenté à plaisanterie,
le Tanamoignoya, forme de totémisme. En conséquence, tout différent né entre ces groupes ne doit dégénérer, le respect de l'autre étant la règle. Donc, c'est ce qui va amener la cohésion sociale. L'article 9 parle de l'éducation. L'éducation des enfants incombe à l'ensemble de la société. En son article 14, il est dit « N'offensez jamais les femmes, nos mères ». L'article 15 « Ne portez jamais la main sur une femme mariée avant d'avoir fait intervenir sans succès son mari ». L'article 16 « En plus de leurs occupations quotidiennes, les femmes doivent être associées à tous nos gouvernements ». L'article 18 « Respectons le droit d'aînesse » qui peut être donc interprété comme le respect des personnes âgées qui ont souvent des besoins spécifiques. L'article 23, ne vous trahissez jamais entre vous. Respectez la parole donnée. L'article 24 dit, ne faites jamais du tort aux étrangers. Donc, c'est l'acceptation des uns et des autres dans la diversité. L'article 25 dit, le chargé de mission ne risque rien au mandé. On ne s'attaque pas aux étrangers dans le mandé. Et toujours la charte de Kurukanfuga, l'article 29 qui dit le divorce est toléré pour l'une des causes ci-après: l'impuissance du mari, la folie de l'un des conjoints, l'incapacité du mari à assumer les obligations nées du mariage. Le divorce doit être prononcé hors du village. L'article 30, venons en aide à ceux qui en ont besoin. Donc, cet article parle de solidarité, d'entraide et des actions humanitaires. L'article 31, respectons la parenté, le mariage et le voisinage. L'article 33, dans les assemblées, contentez-vous de vos légitimes représentants et tolérez-vous les uns les autres. Le respect donc de la diversité. L'article 40, la brousse est notre bien le plus précieux. Chacun se doit de la protéger et de la préserver pour le bonheur de tous. Ici donc, ça c'est très important, c'est la protection de l'environnement. L'article 42, les animaux domestiques doivent être attachés au moment des cultures et libérés après les récoltes. Le chien, le chat, le canard et la volaille ne sont pas soumis à cette mesure. Cet article est très important parce que non seulement son respect permet la préservation des récoltes, et également ça permet, si cet article est respecté, la prévention des tensions entre éleveurs et cultivateurs. Voilà. Les dispositions finales, il y a l'article 44. Tous ceux qui enfreindront ces règles seront punis. Chacun est chargé de veiller à leur application sur l'ensemble du territoire impérial. Bon. Après ce rappel et les origines et puis quelques articles cités, nous allons maintenant voir ce qui nous intéresse le plus, les points de convergence avec cet article, avec ce texte qui date de 1236 et la convention, disons le protocole de Maputo, voilà, la charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatif aux droits de la femme, voilà. Donc, en son article 8 du protocole, parle de l'accès à la justice et égalité de protection devant la loi. La charte du Mandé affirme d'abord l'égalité, pose d'abord en tout premier le principe de l'égalité et le droit à la vie, en déclarant que toutes les vies ont la même valeur et la même dignité. On l'a dit plus haut, une vie n'est pas plus supérieure qu'une autre vie. Une vie est la même chose, peut être plus ancienne, mais n'est pas supérieure à une autre vie. Voilà. Donc, l'article 9 de la Convention africaine
des droits de l'homme et des peuples parle du droit de participer au processus politique et à la prise de décision. Bon, l'article 16 de la charte du Kurukanfuga dit « Les femmes, en plus de leurs occupations quotidiennes, doivent être associées à tous nos gouvernements. » Donc, elles doivent participer aux instances de prise de décision. L'article 10 du protocole prône le droit à la paix. Toute vie étant une vie, attention, hein. Ah, voilà. Toute vie étant une vie, par conséquent, que nul ne s'en prenne gratuitement à son voisin, que nul ne cause du tort à son prochain. L'article 11 du protocole est relatif à la protection des femmes dans les conflits armés. L'article 14 de la charte dit « N'offensez jamais les femmes, nos mères ». Donc, l'interdiction d'utiliser la violence sur les femmes en temps normal et en temps de guerre au Mandé. L'article 12 du protocole, c'est le droit à l'éducation et à la formation. La charte de Kurukanfuga dit que chacun éduque comme il se doit ses enfants. L'éducation des enfants incombe à l'ensemble de la société, que chacun entretienne pourvoie aux besoins des membres de sa famille. L'article 15 du protocole est relatif au droit à la sécurité alimentaire. Et le chapitre 2 de la charte du Mandé dit « La faim n'est pas une bonne chose. Tant que nous détiendrons le carquois et l'arc, la faim ne tuera plus personne au Mandé si d'aventure la famine venait à sévir. » L'article 18 du protocole est relatif au droit à un environnement sain et durable. Concernant cet article du protocole, la charte de Kurukanfuga dit « La guerre ne détruira plus jamais de village pour y prélever des esclaves. C'est dire que nul ne placera désormais le mort dans la bouche de son semblable pour aller le vendre. Personne ne sera non plus battu au Mandé, a fortiori mis à mort parce qu'il est fils d'esclave. Chacun est libre de ses actes dans le respect des interdits des lois de la patrie. » Et en conclusion, donc, ce qu'il y a lieu de retenir, c'est que le protocole de Maputo et la charte de Kurukanfuga sont deux textes qui interdisent la violation de la personne humaine, prônent tous les deux un environnement protecteur et sans violence pour tout être humain et interdisent particulièrement toute violence à l'égard de la femme. Enfin, pour paraphraser Martin Luther King, mais dans ma touche personnelle, je dirais la non-violence signifie éviter non seulement la violence physique extérieure, mais aussi la violence intérieure de l'esprit. Non seulement vous refusez de tirer ou violenter sur une femme, mais vous refusez de piétiner ses droits. Je vous remercie. Merci beaucoup, Maître Koita, pour cet apport essentiel. Parce qu'on entend et vraiment, je remercie et félicite les organisateurs de ce colloque pour avoir pensé à cette thématique. Vous savez, en matière de droits humains, les Occidentaux, et c'est relayé partout, pensent qu'ils ont eu l'apanage des droits humains avec les déclarations 1789, 1948, mais dès 1236 au XIIIe siècle, nous avons eu des documents protecteurs des droits humains et
des documents de promotion aussi des droits humains, avec en particulier la charte du Kourokang Foga. C'est important de le préciser. Et vous êtes arrivé en citant les dispositions de cette charte du Kourokang Foga à faire le parallèle avec les instruments juridiques actuels, et spécialement concernant les femmes, le protocole de Maputo, qui, cette charte reprend, enfin, ne reprend pas, mais parle de la première catégorie des droits humains, les droits civils et politiques, avec la participation de la femme, les droits économiques, sociaux et culturels. Je ne vais retenir qu'un exemple, le droit à l'alimentation. Et donc, vous voyez que c'est enfin parce qu'on est des humains et que les droits humains, c'est Dieu qui les reconnaît parce qu'il a créé l'humain, quel que soit l'âge, quelle que soit la période. En tout cas, merci beaucoup. Alors, le troisième intervenant est le professeur Abdou Salam Fall, sociologue, qui va nous entretenir du thème les dynamiques et pratiques socio-culturelles protectrices des droits des femmes en Afrique. Vous avez la parole, professeur. Voilà, je vous remercie infiniment, professeur Amsatou Sidibé. Je voudrais à mon tour remercier la présidente Aminata Fall Niang, ainsi que Madame Dr Aïcha Khan, qui m'ont tiré du lit pour me demander d'intervenir sur le thème qu'elles ont choisi. Je voulais aussi profiter de l'occasion, si vous permettez, de dire combien vous avez aussi été un exemple pour nous dans la sphère universitaire. Mais j'ai passé mon adolescence à Saint-Louis, du Sénégal, et j'ai passé tous les jours devant la maison du procureur, qui est dans la salle, et qui était donc pour nous un exemple. En vérité, pour aller à l'école, j'étais obligé de passer soit devant sa maison, soit devant la maison d'un autre professeur, qu'on appelait en son temps Ndiaye Obré, était tellement calé qu'on l'appelait du nom du manuel de sciences naturelles. Et donc, voyez-vous, tous les jours, je voyais les exemples que je voulais imiter. La procureure Dior Falso dans cette salle, ainsi que ce professeur, comment dirais-je, Ndiaye Obré. Comme quoi, chaque jour, chaque acte que nous posons, nous avons des enfants chez qui nous inspirons des modèles, n'est-ce pas, et des devenirs à conquérir, à réaliser. Et je voudrais vraiment les remercier pour cela. C'est le dernier exemple que je vais donner. Quand, plusieurs années après, je suis revenu à l'université, j'ai rencontré aussi plusieurs collègues, plusieurs profs, mais j'ai entendu un nom qui sonnait tout le temps dans mes oreilles, comme étant l'exemple du professeur femme compétente. Je veux nommer mon professeur Mamsou Diouf, qui, sans avoir été mon prof directement, inspirait beaucoup pour moi le modèle à suivre. Je vous remercie de m'avoir inspiré. Alors, je vous ai dit tout à l'heure, je ne suis pas spécialiste de la question. Je vous assure, j'étais chez moi lorsque mon téléphone sonne. C'est un jeune collègue à moi qui m'appelle, qui parle avec moi pendant 30 minutes et par la suite qui me dit « Mon épouse veut vous parler ». C'était professeur Khan dans la salle.
Et j'ai dit, mais je ne suis pas spécialiste de cette question. Elle m'a répondu, vous êtes notre aîné. Venez nous dire ce que vous savez. J'ai dit donc, je vais dire quelques lectures. Il m'a dit, ça nous suffira. Surtout qu'on vous donne 15 minutes à 20 minutes pour nous entretenir de cette question. Mais je ne pouvais pas non plus refuser, sachant que la présidente Aminata Fall Niang, avec qui j'ai été à la Mecque dans la même compagnie, j'allais dire. Merci encore une fois de plus de cette confiance. Alors, les dynamiques et pratiques sociales et culturelles protectrices des droits de la femme en Afrique, je vais l'aborder selon le plan suivant. D'abord, les dynamiques sociales protectrices en prenant des exemples de positions matrimoniales, matrilinéaires, de sociétés matrilinéaires, et aussi des exemples de pouvoir, de structures de pouvoir traditionnelles pour, disons, converger avec ce qui venait d'être dit tout à l'heure par notre collègue Fatou Kiné Camara, ainsi que Maître Koïta. Et donc ensuite, je vais également parler de quelques pratiques artistiques tournées autour des femmes, parce qu'une des recherches récentes que j'avais été amené à mener portait sur les industries culturelles créatives, et donc j'ai dû puiser dedans. Et ensuite, je vais essayer de conclure. Alors, sur les dynamiques socioculturelles protectrices des droits des femmes, il faut reconnaître que malgré le fait que les sociétés africaines aient beaucoup évolué, il y a un certain nombre de dynamiques qui sont demeurées persistantes dans la protection des droits des femmes. Je voulais en indiquer certaines. D'abord, des dynamiques religieuses et coutumières. Il faut reconnaître que l'islam soufi en Afrique de l'Ouest est un islam qui participe beaucoup à la promotion de l'éducation des filles et du respect du matriarcat et dans les coutumes, dans les zones rurales en particulier, mais également dans les tribunaux, le système de tribunaux locaux, le système d'arbitrage respecte aussi ces traditions lorsque les acteurs se réfèrent à ces traditions. Nous pouvons aussi parler des droits coutumiers formels, notamment les réformes qui reconnaissent, j'allais dire, les droits fonciers des femmes, ainsi que des initiatives locales de justice qui protègent les femmes. Et la référence la plus fondamentale, évidemment, est la Charte du Mandé de 1236, dont Maître nous a parlé assez longuement, et qui nous avons participé à le faire figurer dans ce qu'on appelle ici, au sein des institutions de protection des enfants, sur ce qu'on appelle l'approche culturelle des droits de l'enfant, où nous avons tenté de faire figurer assez fortement la référence à cette charte du Mandé. Il y a également des exemples liés à l'éducation qui visent l'autonomisation, les initiatives communautaires pour l'éducation des filles, mais également les programmes d'entrepreneuriat féminin qui sont assez développés en Afrique. Et il y a plusieurs travaux de recherche qui ont été menés sur cet entrepreneuriat féminin qui débouche sur d'abord la démonstration d'un management de précision, d'abord, ensuite d'une production de connaissances et de richesses, mais également un système de réseautage qui se fait de plus en plus autour de l'entrepreneuriat féminin, qui sont donc des programmes assez intéressants à reconnaître. C'est valable pour les solidarités communautaires, pour le rôle des femmes dans les associations, un rôle reconnu, n'est-ce pas, et la dynamique associative communautaire portée par les femmes est aussi une référence importante qui montre justement cette place de plus en plus importante des femmes dans aussi les solidarités intergénérationnelles et dans la transmission des savoirs. On a dans plusieurs sociétés des femmes en transmission de savoir au sein des sociétés.
culturelles favorables, notamment les initiatives qui luttent contre les pratiques néfastes, n'est-ce pas, ainsi que des rites initiatiques autonomisants qui sont développés de plus en plus dans la société africaine. Évidemment, le fait que les mouvements sociaux, ensuite les mouvements dits féministes, se soient développés en Afrique, ça a participé à reconquérir cette place de choix dans le dispositif, n'est-ce pas, de gestion des pouvoirs et dans la participation politique des femmes. Tout à l'heure, Dr. Camara a été citée comme étant celle qui a contribué à inspirer cette loi. Il y a plusieurs exemples de participation politique des femmes et qui montrent justement le rôle décisif que les femmes ont joué dans ce cadre-là. Et donc, il y a là des dynamiques protectrices qui sont nombreuses. Le second slide insiste aussi sur d'autres exemples de pratiques, notamment les coopératives. J'ai mis ici agricole, mais c'est les coopératives en général, n'est-ce pas, que ce soit dans le domaine agricole, comme les coopératives de consommation, qui sont, ou alors comment on appelle ça, les mutuelles funéraires, qui jouent des rôles très importants dans cette dynamique de l'économie sociale solidaire, qui favorise l'entraide, la solidarité et qui crée un réseau de soutien très important. Voyez-vous, lorsque dans les sociétés, il y a un certain nombre de perturbations, de besoins de conseils psychologiques, les tontines, les groupements, les associations, ces cadres coopératifs d'exercice de la mutualité économique, mais aussi des espaces de partage et de soutien mutuel. Et c'est assez important de considérer que le renforcement du pouvoir économique qui facilite l'accès aux ressources, mais aussi l'accès au marché, constitue un élément très important. C'est valable pour l'accès à la terre qui est essentiel pour l'autonomisation des femmes. Et il y a des sillons qui sont creusés qui permettent effectivement de faire en sorte que dans les puissent accéder à cette ressource importante qui leur permet de produire et de subvenir elles-mêmes à leurs besoins. Et les systèmes de champs collectifs sont aussi à considérer. Nous avons des exemples récents de champs collectifs où, par exemple, pour la couverture universelle, lorsqu'on observe dans certaines communautés, les gens n'y participent pas, faute d'avoir les moyens d'y contribuer, de payer leur carte de mutuelle. Les communautés organisent des champs collectifs et la production qui est commercialisée et par la suite utilisée pour une adhésion massive à la couverture maladie universelle. On a des exemples dans plusieurs. C'est valable pour cette fonction économique, mais le leadership féminin, c'est aussi au sein de la communauté à prendre d'autres initiatives, notamment lorsque les initiatives entrepreneuriales réussissent, cela donne les moyens de développer d'autres initiatives et le leadership féminin continue à modifier les perceptions sociales et à valoriser les contributions des femmes. Donc c'est très important cette dynamique qui se crée. Et ces dynamiques contribuent à favoriser l'inclusion financière, n'est-ce pas? Et là, on a donné l'exemple des tontines, mais on peut donner une forme de mutualisation qui fonctionnent comme des systèmes d'épargne communautaire et qui renforcent la culture locale d'entraide et de solidarité. Et ces dynamiques favorisent l'accès au crédit pour les femmes en leur permettant de financer leurs projets et les besoins qui s'expriment au sein de leur communauté. Et il va sans dire que cette activité économique qui aide à l'inclusion financière participe aussi à l'amélioration de la nutrition. Il y a plusieurs exemples maintenant
c'est comme si en Afrique, il y a un retour vers des identités d'origine, n'est-ce pas, nos identités d'origine, et l'alimentation, les modes de culture, de consommation refait surface au point qu'il y a une revendication d'identité d'origine et qui passe par l'amélioration de la nutrition et des innovations agroalimentaires, des pratiques culinaires traditionnelles qui maintenant bénéficient d'un aura plus considérable et qui valorisent et qui sont valorisées et qui sont très important de voir comment la reconquête de ces identités passe par la revalorisation de l'art culinaire africain. Et donc des innovations locales et qui associent le savoir traditionnel et la modernité. Parce que les sociétés évoluent, les traditions sont le creuset de nos de vie, de nos choix de vie, de nos méthodes de régulation, n'est-ce pas? Mais il y a des formes d'accès au savoir moderne, d'accès aux fruits de la modernité, et tout cela se traduit par une articulation entre cette modernité qui inspire les innovations vers lesquelles on regarde le devenir, on regarde le présent et on crée le présent-là. De répondre à la question de la présidente en faisant ces développements-là, mais le plus important, c'est à partir duquel les innovations se réalisent et se creuser. Ce sont nos habitudes de vie, c'est ce qui nous a été transmis par la tradition. Et ce sont ces savoirs, ce sont ces pratiques, c'est tout cet univers culturel qui renvoie à une histoire, à des histoires, mais aussi une projection où on rencontre les fruits de la modernité, n'est-ce pas? On rencontre les innovations, qui sont des innovations faites dans un contexte, et c'est tout cela qui est brassé pour donner justement un dispositif que les femmes assument fortement, c'est ce qu'on appelle l'hybridation au sein de nos sociétés africaines. La dynamique forte de nos sociétés africaines, c'est vers cette hybridation, n'est-ce pas? Du traditionnel, de combiner l'urbain du rural, de combiner le savoir traditionnel et des savoirs modernes, et de combiner des regards du passé et des regards. C'est toute cette hybridité-là qui est en marche en Afrique. Et c'est donc cela qui facilite le transfert des connaissances, c'est un des points majeurs, des mécanismes traditionnels de savoir entre les femmes, qui sont gérées par les femmes, qui assurent la continuité des pratiques culturelles, et c'est ritualisé dans la société africaine, ce transfert de savoir, cette gestion des connaissances est ritualisée, organisée, normée, n'est-ce pas? Et ces pratiques renforcent la solidarité intergénérationnelle, ça crée des liens entre ça favorise les échanges de connaissances sur la protection des femmes, à la fois au plan physique, au plan mental, au plan de la préservation du corps. C'est extraordinaire de constater, il y a quelques années, il y avait la publication des résultats des enquêtes EDS, enquêtes démographiques de santé avait été faite. Il avait été constaté des intervalles intergénésiques assez élevés au sein de 3 régions du Sénégal. Et nous avions commencé à conduire une recherche pour savoir qu'est-ce qui expliquait les espaces intergénésiques, disons larges, au-dessus de 4 ans, 4 ans, etc. Et toutes nos recherches nous ont conduit à considérer que c'est là où on observe les méthodes naturelles et traditionnelles d'espacement des naissances, que c'est là où ça se réalise. C'est-à-dire, dans nos sociétés, il y a encore des pratiques qui s'inspirent des normes traditionnelles
et qui sont convoqués et intériorisés, intégrés dans les pratiques de nos sociétés. Et celles qui gèrent cet espacement des naissances à partir justement d'un certain nombre de traditions locales qui sont d'ordre de l'observation naturelle, mais aussi des traditions qui sont pratiquées à cet espace, disons, intergénésique élevé dans certains coins de notre pays. Mais donc, c'est pour dire que ce transfert de connaissances renvoie aussi à ces droits à la santé des femmes et certaines pratiques traditionnelles sont favorables à la santé des femmes et qui offrent des savoirs et à leurs besoins, n'est-ce pas, et des campagnes que nous vivons actuellement. C'est cet octobre rose là qui s'intègre dans le contexte local pour sensibiliser et promouvoir la santé féminine. Et c'est une attention assez forte, un intérêt assez pour justement la prise en charge de certaines maladies qui justement sont considérées comme des maladies honteuses et qui sont maintenant réapparues sur la surface publique, l'espace public, comme étant des problèmes de santé publique qui doivent mobiliser la communauté de façon ouverte, n'est-ce pas? Et ça, c'est une avancée considérable. Je voulais passer, j'abuse de votre temps, je passe à quelques exemples de diversité de positions matrimoniales qui donnent un rôle central à la femme. Lorsqu'on parle, il ne s'agit pas de dire que la société est totalement organisée selon un matriarcat, mais il s'agit d'un certain nombre d'espaces et de positions matriarcales qui sont effectivement, disons, identifiés. J'ai donné des exemples, allons-y. Quelques exemples. Chez les Akans du Ghana et de Côte d'Ivoire, un système matrilinéaire pour la transmission des biens, un rôle central de la reine-mère dans la gestion communautaire. Chez les Baluba au Congo, également une matrilianité dans la gestion des terres et une influence communautaire. Chez les Touaregs, Madame Koïta, on voit bien les femmes propriétaires des biens mobiliers dans la préservation de la culture et de la langue chez les Touaregs au Sahel. On voit la même chose chez les Diola en Casamance avec la gestion foncière par les femmes. Vous vous rappelez n'est-ce pas, la reine Aline Sitoé Diatta, qui est assez symbolique de la mobilisation et de la marche des femmes autour de leurs droits et de la préservation de la culture et de l'hégémonie des femmes dans la gestion des rizières. Et c'est au-delà de Aline Sitoé Diatta, comment toute une garderie d'enfants et des méthodes de garderie d'enfants se sont développées autour des rizières. Les personnes d'un certain âge sont soustraites du travail pour s'occuper des enfants. Les femmes s'impliquent fortement dans la production rizicole, n'est-ce pas? On a des exemples que j'ai donnés là, par exemple les Ashanti du Ghana, où les femmes sont responsables de la transmission des terres, du pouvoir économique, n'est-ce pas, dans les marchés locaux. Chez les Memba de Zambie, la transmission des terres par la mère aux enfants et l'importance politique et spirituelle de la reine-mère. Chez les Mandé, de Sierra Leone, ce qu'on appelle les Sandés. Non, les Sandés, c'est les hommes, mais les Mandés, c'est les femmes. Et la gestion des biens et la protection des droits des femmes, n'est-ce pas, sont des exemples intéressants. Je vais terminer par l'exemple de l'art, n'est-ce pas, ou des structures de pouvoir traditionnelles en Afrique. Allons-y, n'est-ce pas? Voilà, c'est ça. Par exemple, même dans la culture romanesque, vous avez encore en souvenir le roman de Cheikh Hamidou Kane avec la Grande Royale,
même si c'est de la fiction, ça renvoie à des images, à des imaginaires, j'allais dire, dans nos sociétés. Cette grande royale qui est la figure d'autorité et de sagesse dans la société Peul, n'est-ce pas? Ou alors la reine-mère chez les Akans du Ghana ou de Côte d'Ivoire, qui est une conseillère, qui sont des conseillères politiques, gardiennes des traditions et intermédiaires entre les peuples et les chefs, n'est-ce pas? J'ai donné plusieurs exemples là, qui notamment permettent ce pouvoir traditionnel féminin à jouer des rôles très importants dans la gestion des affaires domestiques et communautaires, et comme conseillère et leader spirituel, comme conseillère, n'est-ce pas, et développant des compétences dans la gestion domestique et sociale, voilà, comme médiateur entre les femmes et les autorités masculines lorsqu'on est dans des sociétés patrilinéaires. Voilà, je termine par certaines pratiques artistiques centrées sur les femmes. Les images suffiront, allons-y. Alors donc, sur le textile, n'est-ce pas, au Mali, le kente, le bogolan, les bamilenke avec la poterie, la danse traditionnelle au Nigeria, en Afrique du Sud, au Mali, en Centrafrique ou ailleurs, n'est-ce pas, la musique, vous avez la Makeba, etc. Vous avez l'art de la coiffure, les bijoux et les perles, hein, chez les Maasai, au Kenya, en Tanzanie. Vous avez qui ont joué des rôles, la place de la femme dans les œuvres de Ousmane Sembène, qui sont qui ont tous participé dans notre éducation à donner une image positive du rôle de la femme, en plus de ce que nous vivions dans nos familles systématiquement. Et donc, je voulais conclure cette présentation en insistant sur le fait que nous avons observé quelques groupes culturels spécifiques. Je dois reconnaître, c'est des groupes culturels spécifiques, une tendance croissante vers l'autonomisation des femmes et la protection de leurs droits. Cela se traduit par trois éléments: des dynamiques sociales protectrices des droits des femmes qui conduisent à des finalités de justice sociale et de justice économique. Deuxièmement, des espaces d'action et de plaidoyer qui s'ouvrent en faveur d'une autonomie des femmes et un respect de leur dignité, n'est-ce pas, en tant qu'être humain. Central d'une activité, même économique, doit être d'abord le respect de la dignité humaine et des pratiques culturelles qui ont favorisé une forte activité féminine et qui ont fait la différence. Et cela se traduit donc la promotion de la justice sociale, le rôle des femmes central basé sur la sagesse, le système matrilinéaire et les structures matriarcales, et la transmission des biens via les femmes qui sont consacrés dans certains groupes sociaux, allons-y, et des espaces d'action et de plaidoyer qui s'ouvrent une autonomie pour le respect de la femme et de sa dignité, allons-y, par l'éducation des filles. Il y a des programmes majeurs qui se sont développés ces 30 dernières années autour de l'éducation des filles, portant une diversité d'acteurs. J'ai mis FAWE, Plan international, SCOFI, aux exemples que je connais le plus, mais il y en a des multitudes, n'est-ce pas, pour avoir travaillé sur les systèmes éducatifs africains. J'ai vu plusieurs exemples se développer dans plusieurs pays qui ont travaillé à valoriser le maintien des filles à l'école sous plusieurs formes, hein, de modèles de mentorat qui ont donné des résultats extraordinaires. L'entrepreneuriat féminin et social, j'en avais parlé tout à l'heure, les tribunaux locaux et la régulation sociale, mais aussi la lutte contre les pratiques néfastes, que sont, etc., notamment les mariages, mais aussi la représentation dans les parlements et dans les instances délibératives, ce qui est une représentation qui a joué un rôle décisif dans l'affirmation de l'équilibre de nos sociétés et des pratiques culturelles qui favorisent, n'est-ce pas, l'autonomie économique et culturelle
Et je voulais terminer par justement le fait que cela a entraîné de l'autonomie dans la gestion communautaire, que cela a entraîné, ça a permis l'affirmation des espaces économiques, l'art, la culture, la mise en patrimoine, l'émancipation, n'est-ce pas? Et donc, retenir aussi que malgré tout, il y a un certain nombre d'obstacles qui persistent, qui ont la vie dure, n'est-ce pas? Malgré le combat que vous avez mené, que nous avons mené, je dois dire, nous avons des pratiques culturelles encore néfastes, malgré les programmes qui ont eu lieu, hein? Certaines traditions de mariage forcé, de mutilation génitale et autres violences basées sur à porter atteinte aux droits des femmes. Certaines formes de résistance au changement sont aussi notées, les normes culturelles bien ancrées, hein, qui freinaient le progrès en matière d'égalité des sexes, un accès limité à l'éducation et aux ressources économiques et autres opportunités qui empêchent de nombreuses femmes de revendiquer leurs droits, n'est-ce pas? Et le message principal que je voulais partager, il est le suivant. Les bonnes pratiques et dynamiques sociales que nous avons identifiées dans certains groupes spécifiques sont susceptibles d'inspirer le passage à l'échelle, à la grande échelle, dans la protection des droits des femmes. Voilà, je vous remercie infiniment de votre disponibilité, de votre écoute. Eh bien, si on vous avait avisé quelques jours avant, je ne sais pas ce que ça ferait. Extraordinaire, vraiment merci. En vous écoutant, professeur Fall, j'ai pensé à Ampateba qui disait que un vieillard qui meurt est une bibliothèque qui meurt. Mais moi, je dirais que nous avons besoin des sociologues. Bravo. Vous nous avez présenté une panoplie de dynamiques socioculturelles. Et la question que je me pose est la suivante. Comment faire pour valoriser tout ça? Et alors, à l'attention de l'AGS, je voudrais dire que j'espère que le professeur Fall acceptera de donner son document, mais vous détiendrez un document extraordinaire que vous pouvez présenter à l'État du Sénégal, spécialement au gouvernement. Parce que de quoi parle-t-on? De pratiques endogènes, de développement endogène. Vous avez tout ce qui est endogène dans ces pratiques. Il faut les formaliser, les exploiter, et avec ça, au moins les droits des femmes sont assurés. Les femmes sont d'une importance capitale. Mais par l'effet de la tache d'huile, l'ensemble du développement peut être assuré par ce que vous venez de nous présenter. J'ai trouvé ça extraordinaire et ça part de nos savoirs africains. Pas de mimétisme. Merci beaucoup. Alors, à présent, je vais donner la parole au professeur Marie-Lucienne Kodou-Ndion, professeure de droit à l'UQAD, directrice du qui va nous entretenir du thème « La place des femmes dans la gouvernance traditionnelle, socio-économique et politique ». Vous avez la parole. Alors, je vous remercie, professeur Ramsatou Sow Sidibé. Et aussi l'AJS à travers sa présidente Tata Aminata et à travers toutes les vaillantes femmes qui ont été à l'origine de l'initiative de sa création et qui ont porté ce projet
dans sa réalisation et dans son accompagnement depuis ce temps, ce qui nous permet aujourd'hui d'être là à fêter les 50 ans de l'AJS avec une immense reconnaissance par rapport à la contribution de cette association à la promotion, à la protection et à la défense des droits des femmes au Sénégal et au-delà. Il me plaît aujourd'hui de parler d'un sujet qui aussi m'a été soumis et que j'ai accepté avec enthousiasme par ma formation d'historienne du droit et par mon expérience d'enseignante en anthropologie juridique et sociale, ce qui fait que sans prétention aucune, je pourrais dire que je suis dans un domaine que je connais, mais peut-être pas autant ou plus que d'autres qui m'ont précédé. Parler de la place de la femme dans les sociétés traditionnelles africaines, de l'économie et de la politique, est exaltant pour moi, et j'ose espérer qu'il sera aussi exaltant pour vous de m'entendre converser sur ce sujet. Pour essayer de répondre à la question de professeur Amsatou Sow Sidibé tout à l'heure par rapport à qu'est-ce que la tradition, je dirais qu'il y a une grande controverse chez nous, les historiens, autour de ce qu'est la tradition. Et nous aimons à distinguer de manière très simple, quand on parle de droit et qu'on associe le concept de droit à la tradition, ce que nous appelons avec beaucoup de fierté les droits originellement africains, les distinguer des droits coutumiers